Bonjour à tous. Donc, votre agence Invest in Bordeaux reste mobilisée auprès de vous en cette période de crise pour vous informer et vous conseiller grâce à l'appui et on les remercie de tous nos partenaires. Avant de donner la parole à Maître Stanislas Laudet pour ce quatrième webinaire, je m'adresse tout particulièrement à ceux qui nous rejoignent pour la première fois pour vous dire, donc vous pourrez accéder au replay à l'issue de cette session et que vous pouvez trouver sur notre site internet l'agenda donc des prochains webinaires. Donc aujourd'hui, nous revenons sur les questions liées au droit du travail, car aujourd'hui les textes et les mesures évoluent sans cesse et nous avons vraiment besoin d'éclaircissements. Et donc Maître Stanislas Laudet est là pour nous aider à y voir un peu plus clair. Donc je donne tout de suite la parole. C'est à vous. Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième séance consacrée au droit du travail. La première avait eu lieu le 1er avril, ça s'invente pas. Et depuis lors, beaucoup de textes, beaucoup de nouvelles mesures ont été pondues par le gouvernement, si je puis dire, qui viennent parfois actualiser donc les réponses que j'avais pu faire à l'époque, mais aussi les modifier, voire même les réfuter, ce qui est jamais agréable. Mais c'est mon devoir aujourd'hui que de vous éclairer dans ce maquis, dans ce magma de règles. Alors, 3 temps, si vous le voulez bien. Le premier temps sera consacré à la réponse aux questions que vous m'avez posées, questions diverses et variées, légitimes, sur ces nouvelles mesures concernant le chômage partiel et les représentants du personnel. Dans un deuxième temps, je verrai aussi les nouveautés qui sont intervenues depuis une dizaine de jours s'agissant des grandes thématiques comme, encore une fois, l'incontournable chômage partiel et la question des élections professionnelles. Et dans un troisième temps, s'il nous reste du temps, je répondrai à des questions que vous ne m'avez pas posées, mais qui ont été posées par certains de mes clients et qui, je pense, méritent d'obtenir des réponses claires et précises. Alors, commençons sans plus attendre par les questions qui m'ont été posées préalablement à ce deuxième webinaire. Première question qui nous est posée par Gilles, qui nous dit la chose suivante. Certaines sociétés, dont de grands groupes, ont appliqué le chômage partiel mis en place par le gouvernement dans le contexte Covid-19, avec la rémunération de 70% pour les opérateurs et techniciens, mais 100% pour les hauts salaires. Gilles nous dit on peut supposer les cadres. Et la question est la suivante. Au-delà de la mise à mal de l'égalité de traitement des salariés et de l'éthique, cela relève-t-il du droit du travail ou de décisions ou conventions collectives propres aux sociétés pratiquant cette différenciation? Alors effectivement, le procédé peut paraître choquant d'avoir un employeur qui, pour les techniciens, les opérateurs, pratique un maintien de salaire dans le cadre du chômage partiel uniquement à hauteur de 70% de la rémunération brute, mais par contre, pour les cadres, 100%. Est-ce que c'est légal de procéder de la sorte? La réponse, malheureusement, j'ai envie de dire, ça va choquer un petit peu l'égalité, l'éthique, mais si c'est prévu par un accord collectif, par une convention collective, le procédé est légal. Pourquoi? Il y a une règle très simple en droit du travail, c'est on ne peut pas traiter différemment des personnes qui sont placées dans une situation identique. Mais la réciproque, la conséquence, c'est si les personnes sont placées dans des situations différentes, on peut les traiter différemment. Là, en l'occurrence, la question de Gilles porte sur des personnes qui relèvent de catégories, de statuts, de catégories professionnelles différentes. Des opérateurs et techniciens d'un côté, des cadres de l'autre. Si un accord collectif, encore une fois, prévoit que pour le chômage partiel, il y aura des différences de rémunération, c'est très difficilement attaquable. Il faudrait invoquer une discrimination. Mais là encore une fois, les juges retiendraient très aisément que s'agissant de personnes qui n'ont pas le même statut professionnel, une différence de traitement peut être prévue. Donc, est-ce que c'est moral comme procédé? Non, c'est pas d'ailleurs, c'est absolument pas du bon management, je trouve. Par contre, est-ce que c'est critiquable du point de vue juridique? Malheureusement, la réponse est non. En tout cas, c'est très difficile, sauf à prouver une discrimination. Mais je vous le répète encore une fois, ces salariés étant placés dans des situations statutaires différentes, un accord collectif peut venir prévoir des différences de rémunération. Donc voilà pour cette première question. Si évidemment cette réponse ou cette question doit susciter d'autres questions, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le webinaire. Alors, deuxième question qui m'a été posée en préambule de ce webinaire, une question posée par Quentin. Quentin nous dit la chose suivante. Il semble résider un flou sur les prises en charge et maintien de salaire des personnels de santé non confrontés au coronavirus. À titre d'exemple, psychologue, kinésithérapeute, orthophoniste, etc.
Alors effectivement, Quentin, l'expression que vous employez est juste. Il y a un flou sur ces questions-là. Alors, j'ai fait ma petite enquête. Je suis allé sur le site de la CPAM, déclare Amélie. Et pour ces professionnels de santé qui ne sont pas confrontés directement au coronavirus, le dispositif est les suivants. Si ces professionnels de santé sont salariés, donc là, pas de difficulté, ils sont éligibles au chômage partiel. On y reviendra tout à l'heure avec un maintien de rémunération, donc égal à 70% de la rémunération mensuelle brute. En revanche, si les professionnels dont vous me parlez, Quentin, sont des libéraux, ils ont le droit, dans ces cas-là, à l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfants. C'est un dispositif qui est pour eux un peu spécifique, qui est mieux indemnisé d'ailleurs que certaines autres professions libérales, mais il suffit que ces professionnels aillent sur le site Déclare Amélie, remplissent une déclaration d'arrêt de travail pour garde d'enfants. La condition est qu'ils ne doivent pas pouvoir effectuer à leur domicile du télétravail. Condition qui sera très difficilement remplie parce que par définition, ces professions libérales, d'ailleurs les avocats sont dans la même situation, peuvent a priori travailler à distance, faire de la téléconsultation. Donc cet arrêt de travail dérogatoire pour ces professionnels de santé sera vraiment réservé aux professionnels qui ne peuvent pas accomplir chez eux le télétravail. Donc voilà pour cette question qui nous était posée par Quentin. Une autre question, et là on va vraiment s'y arrêter un petit instant parce que vous allez voir, c'est un schmilblick pas possible. La question est la suivante: l'employeur peut-il basculer un employé qui est en arrêt de travail pour garde d'enfants à une mise en chômage partiel? Si oui, quelles conditions? Alors cette question m'avait été posée le 1er avril, à une époque où le gouvernement ne s'était pas prononcé sur la réponse à apporter à cette interrogation. Depuis le 3 avril, le gouvernement s'est prononcé sur la question et distingue 4 cas. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible parce qu'encore une fois, c'est assez technique. Premier cas de figure, effectivement, la personne est en arrêt de travail pour garde d'enfants et l'employeur souhaite la placer en chômage partiel. Est-ce que c'est possible? L'employeur peut la placer en chômage partiel, mais dans ces cas-là, il devra attendre la fin de l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Le salarié qui est en arrêt de travail pour garde d'enfants ne peut pas cumuler et l'indemnisation pour l'arrêt de travail pour garde d'enfants et l'indemnité pour chômage partiel. Donc l'employeur devra attendre la fin de l'arrêt de travail pour garde d'enfants pour le placer en chômage partiel. Il y a une exception à ça, c'est si le chômage partiel envisagé par l'employeur consiste non pas en une baisse du volume d'heures travaillées, mais dans une fermeture de l'entreprise. Dans ce cas radical, la fermeture de l'entreprise l'emporte sur l'arrêt de travail et donc l'arrêt de travail du salarié cesse immédiatement et il est placé sous le statut du chômage partiel. En revanche, comme je vous l'ai dit, si le chômage partiel, en l'occurrence, s'analyse juste en une baisse du nombre d'heures effectuées, dans ces cas-là, le salarié reste en arrêt de travail et l'employeur ne pourra le placer en chômage partiel qu'à l'issue de l'arrêt de travail. Autre situation distinguée par le gouvernement, s'il s'agit pour le salarié non pas d'un arrêt de travail pour garde d'enfants, mais d'un arrêt de travail classique, arrêt de travail pour maladie. Là, dans ces cas-là, voici la réponse un petit peu étonnante que nous fait le gouvernement. Le gouvernement nous dit que le salarié, dans ces cas-là, reste en arrêt de travail. L'employeur ne peut le basculer en chômage partiel qu'à la fin de l'arrêt de travail. En revanche, pendant l'arrêt de travail, eh bien, le salarié ne sera pas indemnisé comme pour un arrêt de travail classique, maladie. Je vous rappelle les règles d'un arrêt de travail classique pour maladie. La sécurité sociale verse des indemnités journalières aux salariés et l'employeur doit compléter le salaire jusqu'à obtenir 90% dans un premier temps et 66% dans un deuxième temps. Et bien là, le gouvernement, en matière de chômage partiel, nous dit non, le salarié qui est en arrêt de travail pour maladie, eh bien, l'employeur ne peut pas compléter son salaire qu'à 90%, mais il doit le compléter uniquement que jusqu'à 70%, comme en matière de chômage partiel. Et donc, on se retrouve dans cette situation qui est extrêmement bizarre. C'est d'un salarié qui est en arrêt de travail, pour maladie, mais qui ne touchera pas qui ne touchera pas son complément de salaire intégral comme un arrêt de travail classique. Il sera juste indemnisé à hauteur de 70%. Donc, voilà la situation un petit peu particulière. Et nous avons un dernier cas de figure, qui est celui du salarié qui est d'abord en chômage partiel et qui veut poser un arrêt de travail pour maladie ou pour garde d'enfants. Le peut-il? La réponse est oui. Le chômage partiel s'interrompt, mais le salarié, là encore, comme dans le cas de figure précédent, ne pourra pas toucher l'intégralité de son complément de salaire à 90%, mais uniquement une indemnité de chômage partiel à hauteur de 70%,
Pourquoi? Pour éviter en fait que le salarié qui est en arrêt de travail soit mieux indemnisé que le salarié en chômage partiel. Voilà les 3 questions qui m'avaient été posées préalablement. Je vois qu'il y a une petite question qui s'est rajoutée, question qui est posée par David. Bonjour, s'agissant du chômage partiel pour les dirigeants salariés, avec la mention président sur le bulletin de salaire, est-il devenu possible? Alors là, j'avais eu l'occasion de répondre la dernière fois à cette question. Tout dépend du point de savoir s'il y a un réel contrat de travail qui est conclu entre le président, entre le dirigeant de la société et la société. Si vous avez un contrat de travail qui existe, qui est caractérisé, c'est-à-dire par un lien de subordination, une prestation de travail distincte des fonctions de gérant et une rémunération correspondant à ces fonctions distinctes, oui, le chômage partiel est possible pour les dirigeants de société. L'alpha et l'oméga étant, voilà, est-ce qu'il y a bien un contrat de travail qui correspond à une réalité? Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de contrat de travail distinct, eh bien, malheureusement, le dirigeant de société ne pourra pas bénéficier du chômage partiel, qui, je le rappelle, est réservé uniquement aux salariés. Aujourd'hui, les professions libérales, que ce soit les avocats ou autres, ne sont pas éligibles à ce dispositif de chômage partiel. Il n'existe pas pour les indépendants. C'est uniquement les salariés qui sont concernés. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas. Et je vous propose que l'on aborde maintenant les points justement relatifs aux nouveautés sur le chômage partiel. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er avril? Alors déjà, certains chefs d'entreprise ont pu le constater à leurs dépens, c'est extrêmement compliqué de déposer une demande de chômage partiel sur le site de la Directe, de l'inspection du travail, c'est la même chose. La Directe est victime de son succès, le dispositif du chômage partiel est extrêmement à la mode en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer, et donc le site rame. On me remonte que les chefs d'entreprise attendent un temps fou avant d'être destinataires de leur code permettant de créer leur compte employeur pour bénéficier de ce dispositif de chômage partiel. Mais pas de panique, apparemment le processus est en train de se fluidifier. Le ministère du Travail a dû faire face à environ 669 000 demandes de chômage partiel. Donc c'est normal que ça rame. Encore une fois, ce temps que met l'administration à vous répondre ne doit pas vous pénaliser et ne peut pas vous pénaliser. Pourquoi? Puisque vous avez un délai de 30 jours pour faire cette demande d'autorisation de chômage partiel à compter du jour où le chômage partiel débute. Donc, tant que vous n'avez pas fait cette demande, tant que vous n'avez pas déposé cette demande, le délai ne court pas et vous êtes serein. Pareil, j'entends dire certains employeurs qui s'inquiètent de ne pas avoir de réponse de l'inspection du travail. Là encore, pas de difficulté puisque la loi a évolué sur ce point. Si vous avez déposé votre demande de chômage partiel et que vous n'avez pas obtenu de réponse de la part de la Directe dans un délai de 48 heures, eh bien, votre demande de chômage partiel est considérée comme étant implicitement, mais nécessairement acceptée. Donc, pas de réponse de l'administration, silence de l'administration égale acceptation du chômage partiel. Donc, là encore, les droits des chefs d'entreprise sont préservés. Alors, sur les nouveautés, justement, certains employeurs s'étaient posé la question de savoir si ce délai de 2 jours de l'administration pour répondre était interrompu par une ordonnance qui a été prise par le gouvernement qui venait interrompre tous les délais administratifs et tous les délais juridictionnels. Là, le gouvernement a précisé que non, le délai de 2 jours pour l'administration du travail pour répondre à la demande de chômage partiel n'était pas interrompu par ces autres textes. Donc, le principe est très clair. Pas de réponse sous 48 heures égale autorisation de chômage partiel. Vous avez aussi des précisions qui ont été apportées, notamment sur la nécessité pour les entreprises de communiquer à l'inspection du travail l'avis du comité social et économique. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement s'est emmêlé les pinceaux, puisque le texte du modifiant le code du travail était libellé de la manière suivante. Les entreprises qui sont dotées d'un comité social et économique doivent communiquer l'avis de ce CSE, de ce comité social et économique, dans un délai de 2 mois à compter de la demande de chômage partiel. Donc, le texte était très clair, il n'y avait pas de distinction par rapport à l'effectif de l'entreprise. Vous savez qu'un comité social et économique est obligatoire depuis le 1er janvier pour toutes les entreprises qui occupent habituellement au moins 11 salariés. Et la loi ne distinguait pas selon que l'entreprise avait un CSE, mais moins de 50 salariés ou plus de 50 salariés. Et donc, je vais vous raconter la petite anecdote. Moi, j'ai un client qui n'avait pas mis en place le CSE et qui s'inquiétait légitimement de savoir si sa demande de chômage partiel ne serait pas retoquée en l'absence de mise en place de ce CSE qui était obligatoire puisque ce client avait
au moins 11 salariés. Et il y avait moins de 50 salariés en l'occurrence, mais le CSE était obligatoire. Et au moment où je suis saisi, le gouvernement ne s'était pas prononcé sur cette question. Et donc, j'ai dit, bah oui, malheureusement, dans le Code du travail, il est prévu pour le chômage partiel, vous devez communiquer absolument cet avis du CSE, vous avez 2 mois pour le faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On organise en catastrophe des élections professionnelles pour régulariser la situation, pour mettre en place rapidement un CSE. Et qu'est-ce que vient faire le gouvernement il y a à peu près une semaine? Le gouvernement vient de pondre un décret suspendant le processus de toutes les élections professionnelles. Donc, panique. Et 3 jours après, on apprend, alors c'est pas comment dire un texte à force contraignante, mais le gouvernement, dans un guide de questions-réponses, prévoit qu'en fait, l'obligation de transmettre l'avis du CSE ne concerne pas les entreprises de moins de 50 salariés, mais uniquement celles qui ont plus de 50 salariés, alors que le texte du Code du travail ne dit absolument pas ça. Donc, vous voyez, une vraie insécurité juridique. Retenez que si vous avez une entreprise où vous n'avez pas mis en place le CSE et que vous avez moins de 50 salariés, il n'y aura pas de conséquences. Et j'ai envie même de dire, pour les entreprises qui ont 50 salariés, pas de CSE en violation de la loi, le gouvernement vient de se prononcer aussi le 3 avril en disant qu'il n'y aurait pas de conséquences non plus et que les demandes de chômage partiel seraient accueillies de manière assez libérale. Alors, pendant que je bavardais sur ce point, j'ai une question de Corinne qui me dit que son dossier est bloqué malgré son habilitation reçue le 30 mars. Du coup, impossible de déposer ma demande. Corinne, je pense que vous parlez donc d'une demande de chômage partiel qui n'a pas abouti. Alors, il faudrait que je sache si quand vous dites que votre dossier est bloqué, c'est-à-dire est-ce que vous avez pu déposer votre demande de chômage partiel ou est-ce que vous n'avez pas encore réussi à la déposer? Je crois comprendre de votre question que vous avez reçu vos codes pour vous inscrire, mais que vous n'avez pas encore pu faire votre demande. Donc, si vous n'avez pas encore pu faire votre demande, faites bien une capture d'écran de l'impossibilité pour vous de déposer votre demande. Comme ça, les délais ne vous seront pas opposables. Il y a une règle très simple en droit, c'est que les délais ne courent pas contre celui qui ne peut pas agir. Donc, si c'est la faute de l'administration qui n'arrive pas à mettre en place les moyens techniques pour vous déposiez votre demande, c'est ce que vous me dites, Corinne, vous dites non, je n'ai pas pu déposer votre demande. Eh bien, dans ces cas-là, faites bien une capture d'écran de cette impossibilité technique de déposer votre demande et vous ne serez pas affecté par les délais qui ne courront pas puisque vous serez dans l'impossibilité d'agir. Voilà pour votre question, Corinne. Toujours sur le chômage partiel, les nouveautés aussi sont les suivantes. L'employeur, le gouvernement est venu nous préciser quelque chose qui était d'une évidence. Les salariés ne peuvent pas refuser d'être placés en chômage partiel. C'est l'employeur qui apprécie s'il y a une baisse d'activité justifiant soit la baisse du volume d'heures travaillées, soit la fermeture de l'entreprise, mais en aucun cas, les salariés ne peuvent s'opposer à être placés en chômage partiel. Et j'irai même encore plus loin sur la question très délicate des salariés qui ont le statut de salarié protégé, le représentant du personnel. Vous savez que ces salariés, l'employeur ne peut même pas toucher d'un iota à leurs conditions de travail. Eh bien, pour le chômage partiel, il y a une exception que le gouvernement est venu instaurer. Les salariés en représentant du personnel peuvent être placés contre leur avis en chômage partiel à partir du moment où tous les salariés du service dans lequel ils sont affectés le sont aussi. Donc vraiment, la décision de chômage partiel n'appartient qu'à l'employeur et les salariés, quel que soit leur statut représentant du personnel ou non, ne peuvent s'opposer à ce placement sous le statut du chômage partiel. Le gouvernement est venu aussi ouvrir le chômage partiel à des catégories de salariés qui n'y avaient pas le droit. Je pense aux salariés qui sont au forfait, que ce soit au forfait jour par an ou heure annuelle. Donc voilà, le chômage partiel est ouvert pour ces salariés aussi. Le chômage partiel est également ouvert pour les salariés qui font l'objet d'un régime dérogatoire, ce qu'on appelle des heures d'équivalence. Vous savez, pour ces salariés qui, de par leur fonction, n'ont pas un temps de travail continu, qui parfois doivent faire face à des temps morts dans l'exécution de leur prestation de travail, les ambulanciers, les personnes qui sont d'astreinte, eh ben, ces personnes-là aussi peuvent bénéficier du chômage partiel. Nouveauté aussi sur le chômage partiel, vous pouvez faire la demande de chômage partiel pour 12 mois. C'est une période qui est assez consistante. Autrefois, c'était uniquement 6 mois. Conséquence de cette augmentation de la possibilité de bénéficier du chômage partiel pendant cette durée aussi longue, eh bien, le gouvernement est venu augmenter le nombre d'heures qui étaient indemnisées par salarié par an.
ce qu'on appelle le contingent d'heures de chômage partiel, d'heures indemnisées. Il était, avant le 4 avril, de 1000 heures par an. Il est passé maintenant à 1607 heures par an. Ce qui veut dire que tous les salariés, maintenant, peuvent être indemnisés sur la base d'un 35 heures, pour les heures qui sont chômées en dessous de cette durée ou en dessous de la durée qui était habituellement pratiquée dans l'entreprise si elle est inférieure. Donc, voilà les nouveautés sur le chômage partiel. S'il y a des questions, et je vois qu'il y en a une, j'y réponds. Alors, Quentin qui nous dit « Bonjour, je n'ai malheureusement pas bien saisi vos explications. Salarié gérant d'une TPE, ai-je le droit au chômage partiel ?» Alors, je vais vous le dire différemment, Quentin. Oui, Quentin, si vous êtes salarié de votre entreprise, vous avez le droit au chômage partiel. Certes, vous êtes gérant, d'accord, mais vous êtes aussi salarié. Donc, si vous êtes salarié, vous avez le droit au chômage partiel. Qui dit salarié dit chômage partiel. Qui dit pas salarié dit pas chômage partiel. Donc, vous avez évidemment, à condition que votre contrat de travail soit bien caractérisé, droit au chômage partiel. Et je me répète encore une fois, comment est-ce qu'on caractérise l'existence d'un contrat de travail? L'existence d'un lien de subordination entre vous et l'entreprise, l'existence de fonctions distinctes entre vos fonctions de gérant et vos fonctions de salarié, et la réalité, la consistance d'une réelle prestation de travail. Autre question, toujours sur le chômage partiel, quid du sujet des 39 heures dans le secteur café, hôtel, restaurant? J'ai lu que l'État prendrait en charge les heures de 35 à 39 heures, mais que le système ne le permettait pas. Alors, au-delà des déclarations du gouvernement, ce qui compte sont les textes. Et aujourd'hui, les textes ne prévoient la prise en charge des heures chômées dans le cadre du chômage partiel que dans la limite de la durée légale. Donc, l'État n'indemnisera pas les salariés et ne remboursera pas les employeurs pour les heures chômées au-delà de 35 heures. Le chômage partiel ne concerne que les heures qui ne sont pas travaillées jusqu'à 35 heures. Mais au-delà de 35 heures, encore une fois, en l'état des textes, mais ça change tous les jours, il n'est pas prévu d'indemnisation pour l'employeur et pour le salarié. Donc, quand vous dites que le système ne le permet pas, oui, le système juridique actuellement ne le permet pas. Question de Philippe maintenant. Nous avons fait une première demande jusqu'à fin juin. Sera-t-il possible de faire une demande en suivant, car maintenant nous évaluons mieux les dégâts? Bien sûr, Philippe, le dispositif nouvellement mis en place sur le chômage partiel permet de renouveler la demande. Et je conseille d'ailleurs à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas encore une bonne visibilité sur le nombre de salariés qui vont être en chômage partiel ou sur le volume d'heures qui va ne pas être travaillé, de faire une demande, plus ambitieuse que la réalité. Parce qu'après, vous pouvez toujours adapter. Donc, il vaut mieux prévoir trop grand, trop large, embrasser de manière trop large, plutôt que de faire une demande à minima. C'est plus difficile de compléter par la suite. Donc, oui, vous pourrez évidemment compléter par la suite et même modifier votre demande de chômage partiel, sachant que la durée de 12 mois dont je vous ai parlé tout à l'heure est renouvelable. Alors, question de Patrick. Bonjour. Quelle est la base de calcul de l'indemnisation de l'activité partielle? Quid des primes? Alors ça, c'est une très bonne question. La rémunération que doit maintenir l'employeur à 70%, donc c'est la rémunération brute mensuelle. Et le gouvernement est venu préciser ce qu'il entendait par cette rémunération. Cette rémunération, c'est la même assiette que celle qui est prévue pour les congés payés. C'est-à-dire, ça concerne quoi? Ça concerne évidemment le salaire de base, le salaire fixe, mais aussi le salaire variable. Je pense à tous les commerciaux qui sont commissionnés. Qu'est-ce qui est exclu? Les heures supplémentaires, au-delà de 35 heures, évidemment, là ne sont pas prises en compte, et tout ce qui est à la nature d'une prime exceptionnelle. Par exemple, une prime de fin d'année ne rentre pas dans l'assiette qui est prise en compte pour le maintien de la rémunération. Donc, gardez en tête que c'est le salaire courant qui est maintenu. Le salaire de base et le salaire fixe, c'est les courants. Tout ce qui est à la nature de prime exceptionnelle, prime d'ancienneté, eh bien, n'est pas concerné par le maintien de la rémunération à 70% par l'employeur. J'espère avoir répondu précisément à votre question, Patrick. Question de Laure qui nous dit « Bonjour, qu'en est-il des salariés actuellement en période d'essai? La période d'essai est-elle suspendue, même dans le cas où le salarié est en chômage partiel à 85%? » Alors, deux questions, Laure, dans votre question. Déjà, oui, les salariés qui sont en période d'essai peuvent être parfaitement concernés par le chômage partiel, il n'y a aucune difficulté. Mais vous savez que la durée de la période d'essai s'apprécie par rapport à une durée de travail effective. Donc,
toute la période d'essai que vous n'aurez pas accomplie parce que vous étiez en chômage partiel, tous les jours non travaillés auront pour conséquence une prolongation d'autant de la période d'essai. Donc en fait, la période d'essai en un mot est suspendue pendant les heures que vous ne travaillez pas, l'or. Par contre, la période d'essai continue de courir pour les heures que vous travaillez. Voilà. Donc le dispositif est le suivant, il convient d'articuler comme ça. Alors, Corinne me pose une question sur pour faire écho à celle de Patrick sur le salaire qui est retenu pour calculer le maintien de rémunération du salarié en chômage partiel. Alors, la prime d'ancienneté, est-ce qu'elle est comprise dans cette assiette de maintien de salaire? La réponse est non, puisque la prime d'ancienneté n'est pas une prime qui est courante. Donc, l'employeur n'a pas à l'intégrer dans le cadre de l'assiette pour le calcul du maintien de rémunération. Pareil, pour le 13e mois, ce n'est pas une prime qui est courante. Et en l'état actuel des textes, il y a lieu de considérer que cette prime de 13e mois ne rentre pas dans le cadre de l'assiette du chômage partiel. Il y a énormément de questions là-dessus. Pour l'instant, les textes ne sont pas très clairs, mais il faut toujours garder en tête que le gouvernement renvoie, je me répète, mais c'est important, le gouvernement renvoie aux modalités de calcul de l'indemnité de congé payé pour savoir de quelle assiette il s'agit pour maintenir la rémunération du salarié en chômage partiel. Les actions de formation, autre question de Patrick, qui me dit la chose suivante, les actions de formation réalisées durant cette période d'activité partielle rentrent-elles dans le quota des heures travaillées ou dans celui des heures chômées? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, Patrick. Je ne sais pas si le gouvernement s'est penché sur ce distinguo. Ce que je vous propose, c'est que j'ai votre adresse, je demanderai votre adresse mail et je vous ferai une réponse postérieurement à ce webinaire pour pas vous dire de bêtises, parce que j'ai pas la réponse à cette question, je vous le confesse bien volontiers. Alors, question de Enora. Bonjour, pouvons-nous verser une prime exceptionnelle au titre du dispositif loi Macron qui a été prolongé au 30 août à un salarié en chômage partiel à 60%? Le dispositif sera-t-il recevable dans ce cas? Merci. Alors, j'ai vu que très récemment, le gouvernement avait assoupli les conditions du versement de cette prime exceptionnelle. En revanche, le dispositif n'est absolument pas figé et on attend des mesures de précision là-dessus. Donc, j'aurais envie de vous dire, à l'heure où je parle, rien ne s'oppose à ce que vous versiez la prime exceptionnelle à un salarié en chômage partiel, mais c'est sous réserve des textes à intervenir. Et là encore, je ne veux pas vous dire de bêtises puisque le dispositif est extrêmement récent et est appelé à évoluer de l'aveu même du gouvernement. Donc, à ce stade, encore une fois, mais l'histoire m'a appris qu'il fallait être prudent. Je pense au dernier webinaire du 1er avril où j'avais donné des réponses qui se sont, révélées être contredites par le gouvernement, mais en violation même des textes qui avaient été pris. Je préfère vous répondre, Enora, que a priori, l'état actuel du droit ne s'oppose absolument pas au versement de cette indemnité, de cette prime exceptionnelle Macron aux salariés en chômage partiel, mais prudence quand même dans les jours à venir là-dessus. Alors, question de Thierry. Maintenant, sur les congés payés, là, effectivement, c'est un vrai nid à interrogation. Des salariés veulent annuler des congés posés. Suis-je obligé d'accepter? Alors, non, Thierry, vous n'êtes absolument pas obligé d'accepter des salariés qui veulent se dédire de la pose de congés payés. Les congés payés ont été posés. Les salariés ne peuvent pas, sans votre accord, annuler la pose de congés payés. Cette question en appelle une autre, c'est la fameuse question, le point de savoir si l'employeur peut imposer aux salariés de prendre des congés payés. Peut-être que vous êtes au courant que le dispositif a évolué là-dessus. Si un accord d'entreprise a été signé avec le représentant du personnel, oui, vous, employeur, vous pouvez imposer à vos salariés de prendre 6 jours de congés payés maximum, 6 jours ouvrables. Si vous n'avez pas d'accord d'entreprise qui vous autorise à faire ça, vous pouvez ruser en invoquant les anciens articles du Code du travail qui restent applicables pour les sociétés qui n'ont pas d'accord d'entreprise. Vous pouvez modifier la date de prise des congés payés si la date de prise des congés payés avait été fixée en amont par l'employeur. Concrètement, normalement, l'employeur ne peut modifier la date de départ en congé, s'ils ont été fixés préalablement, que moyennant un préavis de 1 mois. Mais le Code du travail prévoit une soupape de sécurité, les circonstances exceptionnelles. S'il y a des circonstances exceptionnelles, l'employeur peut modifier la date de départ en congé payé sans l'accord du salarié et sans respecter le préavis d'1 mois. Et bien là, on y est dans les circonstances exceptionnelles. Assurément, le Covid-19 représente des circonstances exceptionnelles qui font que l'employeur peut modifier
la date de départ en congé. Mais le mieux étant évidemment d'avoir un accord d'entreprise qui permette d'imposer 6 jours de congés payés aux salariés. Question d'Olivier maintenant. Bonjour, dans le cadre des difficultés d'une activité ou de reprise d'entreprise, les plans de licenciement économique ou de sauvegarde de l'emploi pour améliorer une situation bénéficient-elles de la souplesse dans les procédures avec les institutions représentatives du personnel et dans les indemnités? La réponse est oui. En fait, dans le cadre de toutes les formalités que vous devez mettre en œuvre pour faire aboutir ces procédures, notamment consultation des institutions représentatives du personnel, je voulais venir dans un second temps, eh bien, les formalités de convocation ont été évidemment assouplies pour tenir compte de l'impossibilité pour les personnes de se réunir compte tenu des mesures d'hygiène et de précautions sanitaires. Donc, vous pouvez parfaitement convoquer les institutions représentatives du personnel par visioconférence, le tout étant d'informer les membres du CSE en amont. Le mieux, c'est de le faire 3 jours avant la date de réunion et de leur dire que vous allez avoir recours à la visioconférence qui a été autorisée pour ce genre de procédure la semaine dernière. Donc, visioconférence ou audioconférence, par téléphone, nous dit-on, et même si la visioconférence ou l'audioconférence n'est pas possible, le gouvernement a prévu la possibilité de faire des réunions du CSE par WhatsApp, par messagerie instantanée. Donc là encore, c'est assez inédit, mais bien sûr que toutes les procédures bénéficient de ce genre de souplesse. Alors, vous avez, Olivier, défloré l'intervention que je voulais faire sur les institutions représentatives du personnel, puisque là encore, beaucoup de nouveautés depuis le 1er avril. La première que je voudrais voir avec vous, c'est que sachez que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour toutes les entreprises qui souhaitaient mettre en place des institutions représentatives du personnel, eh bien, les processus électoraux sont interrompus, et ce, jusqu'au 25 août. Donc, la situation est très claire. Si vous n'avez pas mis en place de CSE au 1er janvier, alors que vous y étiez tenu, eh bien, vous ne pouvez pas, à l'heure où je vous parle, continuer ou entamer le processus électoral. Vous devez le suspendre si vous l'avez commencé, et vous devez attendre la fin du 24 mai avant de pouvoir le commencer. Donc, distinguons deux cas de figure. Vous avez commencé un processus électoral pour obtenir la mise en place d'un CSE, vous le suspendez et vous ne pourrez le reprendre qu'à compter du 25 août. Si vous n'avez pas commencé le processus, vous devez attendre le 24 mai pour le commencer, vous ne pouvez pas le commencer avant, et à compter du 24 mai, vous devez le commencer avant le 25 août. Voilà, donc deux cas de figure à distinguer selon que vous avez déjà commencé et vous devez vous arrêter, et selon l'autre cas, vous n'avez pas commencé, mais vous devez commencer en respectant déjà un délai d'attente, rien avant le 24 mai, et un délai maximal. Il faut absolument que vous commenciez le premier acte des élections, donc, qui est l'information du personnel et des syndicats, avant le 25 août au plus tard. La loi prévoit également, depuis le 1er avril, une prorogation évidemment des mandats des représentants du personnel quand il n'y a pas pu avoir une mise en place d'un CSE. Donc tous les mandats sont prorogés. Et je vous le disais aussi, extension du bénéfice de la visioconférence pour toutes les réunions du CSE, ce qui permet évidemment beaucoup plus de souplesse, notamment pour obtenir ce fameux avis du CSE qui permet de bénéficier du chômage partiel. Donc là encore, des possibilités d'aménagement des procédures qui ont été largement prévues par le gouvernement. J'avais une question qui m'a été posée par une de mes clientes, mais dont je veux vous faire bénéficier de la réponse qui était assez intéressante. La situation était la suivante. Elle concernait en fait les salariés qui ont été mis en télétravail par leur employeur et qui se rendent compte que le télétravail n'est pas possible parce qu'ils doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans à la maison et que avoir un charmant bambin dans les pattes n'est pas compatible avec le télétravail. Eh bien, le salarié dont je vous parle, son employeur a refusé de le mettre en arrêt de travail pour garde d'enfants en lui disant la CPM prévoit que l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfants, c'est uniquement si tu ne peux pas faire de télétravail. Alors, la solution, la lettre des textes donnait raison à l'employeur puisque les textes visaient uniquement la situation de l'impossibilité du télétravail pour l'arrêt de travail pour garde d'enfants, sauf que cette personne-là, ce salarié, a interrogé directement l'inspection du travail à Bordeaux, qui lui a fait la réponse suivante, qui est pleine de bon sens. Si le télétravail est théoriquement envisageable, parce que la personne, le salarié, accomplit des fonctions qui peuvent être exercées à distance, des fonctions administratives notamment, mais que concrètement, le fait d'avoir un enfant qui doit être gardé à la maison rend impossible de facto, concrètement, le télétravail, eh bien,
ce salarié ne doit pas être privé du dispositif dérogatoire d'arrêt de travail pour garde d'enfants. Donc, la question de la possibilité ou de l'impossibilité de faire du télétravail doit s'apprécier de manière concrète et pas abstraite. Donc ça, c'était quand même un élément extrêmement intéressant. Il y a une question qui m'est posée aussi régulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'intox là-dessus, c'est certaines personnes pensent, certains employeurs pensent qu'il n'est plus possible aujourd'hui de licencier, pendant l'état d'urgence sanitaire, des salariés, au motif que notre cher ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a déclaré qu'il ne faut pas qu'il y ait de licenciement. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune interdiction de licencier. Ce que veut dire le gouvernement, c'est que le gouvernement met tout en œuvre pour éviter les licenciements économiques, grâce au chômage partiel, grâce à la possibilité de forcer les salariés à poser des congés payés, grâce au télétravail, grâce à l'arrêt de travail dérogatoire. Mais s'il y a des difficultés économiques sérieuses et qu'il y a une impossibilité de mettre en chômage partiel pour des raisons X ou Y, vous pouvez parfaitement faire une procédure de licenciement pour motif économique et même pour faute. Il n'y a rien qui suspend les procédures. Simplement, il y a juste une difficulté pratique. Vous savez parfaitement que pour mettre en œuvre une procédure de licenciement, il faut convoquer le salarié à un entretien préalable. Et le Code du travail ne prévoit pas d'autres modalités d'entretien préalable que l'entretien préalable physique, de personne à personne. La visioconférence n'est absolument pas prévue pour les licenciements. Donc, que faire? Eh bien, en l'état actuel des textes, la chose à faire est la suivante. Vous convoquez le salarié à un entretien préalable, vous lui proposez la visioconférence, vous vous ménagez l'accord du salarié. S'il est d'accord, vous pouvez continuer la procédure de licenciement. S'il n'est pas d'accord, vous savez que vous vous exposez juste, entre guillemets, au paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier égale à 1 mois de salaire. Donc, si vous êtes déterminé à licencier ce salarié parce que son comportement est constitutif d'une faute grave et que vous ne pouvez plus le maintenir dans l'entreprise, je vous conseille quand même de continuer la procédure de licenciement puisque vous budgétiserez le coût de ce licenciement si le salarié va au prud'homme. Ça sera juste une indemnité d'1 mois de salaire pour licenciement irrégulier. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Alors, j'ai une question de Philippe, entre-temps, qui me dit la chose suivante. Il n'est pas sûr d'avoir bien compris un point. Lors de la reprise de l'activité, si certaines catégories n'ont pas besoin de tous les salariés, suis-je obligé de remettre en poste en priorité les salariés protégés? Vous n'avez aucune obligation en la matière de privilégier telle catégorie ou pas. Ce que je veux dire, c'est que pour la reprise après le chômage partiel, c'est vous en tant que chef d'entreprise qui est seul maître. Personne n'est mieux à même que vous de connaître les besoins de l'entreprise. Donc, c'est vous qui êtes seul juge de savoir quelle catégorie de salariés doivent reprendre le travail d'abord. Quand j'ai évoqué tout à l'heure la question des catégories, c'était uniquement dans le cas d'une différence de rémunération. Est-ce que c'était légal ou pas? Et la réponse était oui, c'est légal si c'est prévu par la différence de rémunération est prévue par un accord collectif. Mais dans le cadre de la reprise du travail de personnes qui étaient en chômage partiel, vous n'avez aucune obligation de remettre d'abord au travail tel poste de salarié. Alors, je continue sur mes petites questions d'actualité. Un point très important, si vous y êtes confronté, qu'est-ce qui se passe pour les ruptures conventionnelles les demandes de rupture conventionnelle qui sont en cours, qui ont été déposées donc juste avant ou pendant l'état d'urgence sanitaire? Est-ce que l'employeur peut considérer que la rupture est intervenue à la date prévue sur le formulaire? Vous savez que l'inspection du travail a 15 jours, à compter du jour où on lui fait la demande de rupture conventionnelle. L'inspection du travail a 15 jours pour dire si oui ou non elle homologue. Et dans les 3/4 des cas, même 99% des cas, l'inspection du travail ne répond pas à cette demande et l'expiration du délai de 15 jours fait que le contrat de travail est automatiquement rompu au plus tôt le lendemain de l'expiration de ce délai de 15 jours. Mais là, qu'est-ce qui se passe pour les demandes en cours? Eh bien, c'est l'insécurité juridique totale et vous devez considérer aujourd'hui que ces demandes de rupture conventionnelle sont suspendues et que le contrat de travail de votre salarié n'est pas rompu si le délai de 15 jours est toujours en cours entre le 12 mars et le 24 mai 2020, fin de l'état d'urgence. Pourquoi? Puisque vous avez une ordonnance du 25 mars 2020 qui est venue prolonger tous les délais pendant lesquels l'administration devait rendre une décision. Et c'est applicable, cette ordonnance est applicable évidemment à l'examen des demandes de rupture conventionnelle. Donc, attention à la situation des salariés qui étaient en processus de rupture conventionnelle. Leur contrat de travail n'est pas rompu si, au 12 mars, eh bien, le délai pendant lequel l'administration devait répondre à cette demande de rupture conventionnelle n'est pas expiré. Et donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que si le salarié n'est pas à son poste pour travailler, eh bien, le salarié doit vite reprendre son poste
sous peine d'être en absence injustifiée et sous peine de sanctions. Donc la situation est extrêmement, compliquée et pour les salariés et pour les employeurs sur ce cas de figure-là. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le chômage partiel, sur le droit de retrait aussi, sur les congés payés, sur la durée maximale des heures travaillées, parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions là-dessus. Mais tant que je n'ai pas de questions nouvelles, je voudrais continuer sur un autre cas de figure. Est-ce qu'on peut considérer que l'épidémie que l'on traverse actuellement est constituée d'un cas de force majeure qui pourrait repousser les embauches ou, annuler les promesses d'embauche? Alors, la question est très compliquée parce que aujourd'hui, aucun tribunal n'est venu dire de manière ferme, précise et définitive que le Covid-19, c'était un cas de force majeure. Très honnêtement, vu l'ampleur exceptionnelle de la crise que l'on traverse, on peut estimer que c'est un cas de force majeure. Mais il y a deux situations à distinguer. Si la promesse d'embauche a été consentie alors qu'on était déjà dans l'état d'urgence sanitaire, l'employeur ne pourra pas invoquer la force majeure. Pourquoi? Parce qu'il manque le critère d'imprévisibilité. L'employeur avait connaissance de cet état d'urgence sanitaire et il a pourtant fait une promesse d'embauche, donc il doit l'honorer. En revanche, si la promesse d'embauche a été consentie en janvier, en février, vraiment avant qu'on rentre dans le dur de l'épidémie, eh bien, l'employeur pourrait, je dis bien pourrait, invoquer, a priori, l'état d'urgence pour repousser la promesse d'embauche. Donc, voilà la situation. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est assez incroyable, c'est que aujourd'hui, il y a énormément d'insécurité juridique, surtout sur le chômage partiel, s'agissant notamment des salariés qui souhaiteraient cumuler et chômage partiel et arrêt de travail pour garde d'enfants. Donc, il y a quelque chose qui est assez hallucinant, c'est que normalement, un salarié, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est en arrêt de travail, doit obtenir 90% de sa rémunération avec le complément de l'employeur. Sauf que si cet arrêt de travail intervient pendant le chômage partiel, eh bien, l'employeur ne maintiendra qu'à 70%. Donc, on est dans une situation assez hallucinante où le gouvernement vient nous dire non, on ne peut pas cumuler chômage partiel et arrêt de travail. Et pourtant, le gouvernement, dans la prise en charge, dans l'application qu'il fait de l'articulation de ce dispositif, vient nous dire le contraire. Donc, c'est extrêmement étonnant, mais il convient de faire preuve de prudence là-dessus. J'ai une autre question de Cécile qui me dit: quelles sont les modalités de paiement des salaires des employés en chômage partiel du point de vue de l'entreprise? L'entreprise anticipe les salaires et est ensuite remboursée par l'État à quel rythme? Alors, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à l'entreprise, en fait, de maintenir la rémunération du salarié à hauteur de 70% de sa rémunération en versant au salarié ce qu'on appelle une indemnité de chômage partiel qui ne peut pas être inférieure à 8,03 euros par heure chômée. Et l'employeur sera remboursé dans un second temps par l'administration. Alors, à quel rythme? Normalement, c'est au mois le mois, mais on peut supposer que vu l'afflux de demandes qu'il y a auprès de l'administration, eh bien, le remboursement risque d'être un petit peu grippé. Donc, malheureusement, je pressens que les remboursements tarderont. Mais normalement, c'est au mois le mois. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans la limite de 4,5 SMIC, il n'y a aucun reste à charge à l'employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le salarié qui est en chômage partiel ne perçoit pas habituellement plus de 4,5 fois le SMIC, vous êtes sûr, vous êtes assuré, vous, employeur, d'avoir la totalité des sommes que vous avez déboursées pour le salarié en chômage partiel remboursées par l'État. Mais le maximum, c'est 4,5 SMIC. J'ai une question de Laure. Pour anticiper, quel dossier préparer pour anticiper un contrôle sur le recours au dispositif du chômage partiel à 85%? Que faut-il mettre en avant? Alors, là, c'est extrêmement clair. Pour ne pas vous faire, retoquer a posteriori par l'administration, il est très important que l'employeur et que les ressources humaines disent aux salariés de ne pas travailler, ça paraît banal, mais de ne pas travailler pendant les heures chômées du chômage partiel. Concrètement, c'est quoi? On ne traite pas les mails quand on est en chômage partiel. On ne fait pas du télétravail quand on est en chômage partiel. Parce que si l'administration s'aperçoit de ça, et notamment par un contrôle soit sur place dans l'entreprise de l'ordinateur et de l'échange des correspondances, soit sur pièce en demandant à l'employeur de lui fournir des mails envoyés par le salarié, eh bien, l'entreprise risque de devoir rembourser
l'allocation de chômage partiel que lui a versé l'employeur. Donc, comment bien préparer le dossier? Déjà, en amont, ça passe par de la rigueur dans les consignes à donner aux salariés. Quand vous êtes en chômage partiel, vous ne travaillez pas. Et puis après, ça passe aussi par le fait de devoir justifier la baisse d'activité auprès de la directe qui a engendré la baisse du nombre d'heures travaillées ou la fermeture de l'entreprise, qui elle-même a nécessité la mise en chômage partiel. Donc, il faut véritablement être rigoureux sur ces deux points-là. En amont, les consignes aux salariés et en aval, bien pouvoir expliquer à l'administration en quoi l'activité de votre entreprise a été impactée par l'épidémie que nous vivons. Question d'Enora. Comment cotise un salarié en chômage partiel en réduction de temps de travail? Est-il question d'une suspension du chômage partiel? Les congés sont-ils cotisés de la même manière? Alors, quand un salarié est en chômage partiel, pour les heures non travaillées, eh bien, il ne cotise, enfin, le compteur de congés payés est bloqué, puisque je vous rappelle, les congés payés ne sont acquis que sur la base d'un temps de travail effectif. Quand le chômage partiel, quand le salarié est en donc, période de chômage partiel, c'est-à-dire heures chômées non travaillées, là, dans ces cas-là, son compteur de congés payés ne tourne pas. Par contre, quand il est en heures travaillées, dans le cadre du chômage partiel, par hypothèse, il y a une simple réduction d'heures, là, dans ces cas-là, les congés payés continuent, le compteur des congés payés continue de tourner. Question de Quentin. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Merci Quentin. Pour un couple dont l'un est en arrêt de travail pour garde d'enfants, la mise au chômage partiel du conjoint met-elle à mal cet arrêt de travail? Alors, encore une fois, on va dériver sur la question que j'ai évoquée tout à l'heure. On peut imaginer que comme l'un des conjoints donc, est en arrêt de travail pour garde d'enfants et l'autre conjoint va avoir du temps disponible puisqu'il est en chômage partiel. Si concrètement dans votre situation, Quentin, le fait que votre conjoint soit en chômage partiel, si ça lui permet de garder les enfants, eh bien, comment dire, dans ces cas-là, la question est assez technique. Encore une fois, il faut apprécier concrètement la possibilité de travailler à distance. Si le fait que le conjoint soit en arrêt de travail, soit en chômage partiel, ça ne permet pas pour autant de mieux s'occuper des enfants, eh bien, vous pouvez continuer à bénéficier de l'arrêt de travail. Donc là encore, à ce stade-là, moi, ce que je conseille, c'est quand même de maintenir le dispositif de l'arrêt de travail pour garde d'enfants, puisque je vous ai dit, on a cette réponse de l'administration du travail qui vient nous préciser le fait que si l'arrêt de travail n'est pas applicable concrètement parce que votre conjoint en chômage partiel d'ailleurs, elle alterne les heures travaillées et non travaillées, donc c'est compliqué. Donc vous pouvez bénéficier de l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Donc moi je pense que vous avez quand même intérêt à faire la demande en ce sens. Question d'Arnaud maintenant. Bonjour. Peut-on proposer de la formation sous forme de e-learning, par exemple dans le cadre de l'activité partielle? Alors, dans le cadre des heures qui sont dans le cadre des heures qui sont travaillées du chômage partiel, vous pouvez proposer de la formation sous le e-learning. En revanche, il faut que ça soit fait dans ce cadre précis. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de contre-indication du gouvernement là-dessus. Attention, je vous l'ai dit encore une fois, le gouvernement met à jour régulièrement son guide des questions-réponses et on peut parfois avoir des surprises puisque le gouvernement vient parfois déroger lui-même à ce qu'il prévoit dans des textes. Donc, mais a priori, rien ne s'oppose à ce que vous puissiez procéder comme vous le demandez dans votre question. Le temps qu'il y ait d'autres questions, je voudrais revenir vers vous maintenant sur la question des durées du travail. J'en ai parlé la dernière fois, mais vous savez qu'il y a eu quelques évolutions là-dessus, notamment pour permettre de faire face aux besoins des entreprises en la matière. Alors, là où la durée maximale travaillée était autrefois de 10 heures par jour, elle a été portée à 12 heures dans certains secteurs qui sont considérés comme essentiels à la nation. On parle des commerces alimentaires notamment. Le repos quotidien, autrefois, il était de 11 heures, il peut être diminué à 9 heures. Et la durée maximale hebdomadaire, qui était autrefois de 48 heures, elle peut être portée à 60 heures. Donc là encore, vous voyez que le législateur a prévu donc toute une batterie, tout un dispositif pour permettre aux entreprises de faire face à ce coronavirus. Et d'ailleurs, ça, c'est plutôt le rôle de vos experts comptables, et je ne voudrais pas déflorer l'intervention de mes petits camarades en matière de droit des affaires, mais vous savez que vous avez une kyrielle de batteries qui ont été mises en place, batteries de mesures mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises en difficulté.
Cela va du fonds de solidarité qui permet d'avoir une aide de 1 500 € si vous justifiez d'une baisse de chiffre d'affaires de 50%. Autrefois, c'était 70%, maintenant c'est 50%. Vous pouvez demander le report du paiement de vos impôts directs, pas indirects comme la TVA, mais de vos impôts directs. Vous pouvez demander la suspension du paiement de vos cotisations URSSAF. Donc, vous avez un tas de mesures. Vous pouvez demander un prêt garanti par l'État pour renflouer votre trésorerie. Donc, vraiment, renseignez-vous auprès de votre expert comptable ou auprès de votre avocat pour être sûr de ne pas passer à côté de la kyrielle de mesures mises en œuvre par le gouvernement pour essayer d'éviter autant que faire se peut la fermeture des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je vous parlais? Je vérifie juste que j'en ai pas oublié. Donc, sur la question du cumul chômage partiel dirige entreprise, j'y ai répondu. Quand il y a un contrat de travail, c'est OK. Sur vos demandes de chômage partiel en cours, ne vous inquiétez pas. Les délais, encore une fois, ne courront que quand votre demande aura pu être déposée. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Prise en charge des heures au-delà de 35 heures pour le chômage partiel, c'est non. Que les heures en dessous de 35 heures. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le salaire en prend en compte pour le calcul du chômage partiel, c'est le salaire de base et le salaire de variable, mais exit les primes exceptionnelles. Hein. La période d'essai, est-ce qu'elle est suspendue quand le salarié est au chômage partiel? Oui, pour les heures chômées, non pour les heures travaillées. Pardon. Les actions de formation, alors là, Patrick, je vous répondrai, je vous enverrai un mail là-dessus, puisque je ne sais pas bien précisément à ce jour, à l'heure où je vous parle, si les actions de formation rentrent dans le quota des heures travaillées dans celui des heures chômées. Ça, c'est à vérifier. Alors, il y a une question, je ne crois pas que j'y ai répondu. Les formations sont financées par Pôle emploi pour le salarié en chômage partiel à hauteur de 1 500 € avec examen de dossier. Conventionnellement, Pôle emploi direct. La rémunération est donc logiquement prise en charge par le chômage partiel. Alors, c'était une précision. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, écoutez, j'espère que j'ai pu répondre le mieux que je pouvais à vos interrogations, sachant encore une fois que la prudence est de mise compte tenu du flou et de l'incertitude qui pèse actuellement sur le cadre juridique. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui surgiraient après ce webinaire, à demander mes coordonnées à Invest in Bordeaux pour que je puisse y répondre. Je me ferai un plaisir de vous éclairer sur ce point. Et je vois que j'ai une autre question. Contrat de travail, il faut vérifier s'il est assujetti aux cotisations Pôle emploi, sinon ne marche pas. Effectivement, s'il y a un contrat de travail, il y a le gérant qui cotise au Pôle emploi, et dans ces cas-là, il aura le droit au chômage partiel. C'est vrai que c'est un bon indice de voir si sur votre fiche de paie, si vous cotisez pour le Pôle emploi. Pour les gérants chefs d'entreprise qui n'ont pas le statut de salarié, vous savez que vous avez ce dispositif, ce qu'on appelle de la GSC, qui permet une espèce d'ersatz de chômage. Corinne nous demande si on aura accès à ce webinaire outline. La réponse est oui, puisque il y aura un replay qui sera accessible si, notamment, j'ai parlé trop vite et si j'ai pas pu vous éclairer. David qui nous dit merci, encore une fois c'est très clair. Merci David pour vos précisions et je suis à votre disposition. Donc, nous allons mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup, Maître Stanislas. Avec plaisir. Vraiment, merci à vous de nous consacrer de votre temps et de tous ces précieux conseils. C'est vrai que les mesures sont très complexes et on a vraiment besoin d'éclairage. Donc, la semaine prochaine, nous allons avoir 2 webinaires. On va donc changer un peu le sujet, consacré au RH, parce que la RH, elle reste aussi une composante essentielle en ces temps de crise. Donc, mardi prochain, 14 avril et le 17. Voilà, donc d'ici là, prenez bien soin de vous. Bon week-end Pascal et à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.